Un guerrier est entouré par ce qui semble être une horde de zombies, tandis que l'on entend qu'il existe deux types de personnes, l'un d'eux étant ceux qui sont naturellement talentueux. Ensuite, on voit que le guerrier est bel et bien encerclé par des zombies, brandissant un marteau dans une main et une sorte de pince dans l'autre, en plus de porter un casque et des épaulières. Les zombies s'approchent lentement du guerrier. Ils finissent par l'attaquer, tandis qu'il riposte et tente d'esquiver les griffes et les crocs des créatures. Pendant ce temps, on nous présente le deuxième type de personnes, celles qui sont forgées par l'effort. Notre guerrier a les griffes des zombies plantées dans son casque alors qu'il attaque avec son marteau. Il pulvérise ses ennemis, projetant les zombies dans toutes les directions. Peu après, nous voyons une femme portant un demi-masque et tenant un immense bâton. Elle se concentre alors et sa gaine commence à briller, tandis que le narrateur nous explique que même l'effort ne fonctionne que s'il y a du talent derrière. La femme pointe alors son bâton vers l'avant et ce qui semble être un zombie géant apparaît derrière elle, brandissant une épée gigantesque. Le guerrier reste encerclé par la horde de zombies, les déchiquetant à mesure qu'il s'approche. Le zombie géant fonce alors sur le guerrier, écrasant les plus petits sur son passage. Il brandit ensuite son épée massive, frappant encore plus de zombies, mais vise clairement le guerrier, qui esquive rapidement l'attaque. Le mort-vivant géant continue d'attaquer le guerrier, qui se défend du mieux qu'il peut. Le guerrier plonge alors la main dans une poche à l'avant de sa combinaison pour attraper quelque chose. Il lance quelques boules aux pieds du zombie. Les boules tombent à côté des pieds de la créature et, quelques millisecondes plus tard, commencent à briller de l'intérieur, suggérant qu'elles vont exploser. Elles explosent alors, vaporisant complètement les pieds du zombie qui s'effondre lourdement au sol sans montrer la moindre réaction. Immédiatement après, notre guerrier est déjà sur la créature, son épée prête à porter le coup final. Il tient l'épée avec la lame pointée vers le bas, tout en levant le marteau de l'autre main. Un éclair frappe son marteau au moment où il l'abat sur la garde de l'épée, faisant pénétrer celle-ci sans effort dans le crâne du géant mort-vivant. Peu après, le guerrier se relève, victorieux, avec l'épée plantée dans le sol derrière lui. La femme dit alors qu'il doit vraiment désirer la victoire pour avoir utilisé les boules explosives et l'épée d'argent, deux objets obtenus lors de quêtes précédentes. Elle commente que, pour qu'on ait réussi à la coincer ainsi, elle qui est numéro 1 au classement de Fantasy Online, elle est impressionnée, surtout venant de quelqu'un avec une classe de forgeron. Le forgeron répond alors « Oui, c'est un travail terrible ». Alors que tout le public assiste depuis les gradins, attendant la conclusion de la finale du championnat, la femme lui demande pourquoi il a choisi cette classe, même si elle est si mauvaise. Il répond que c'était pour s'amuser. Il demande alors si elle sait pourquoi les gens soutiennent l'outsider, et explique que c'est pour la sensation de voir le faible vaincre le fort juste sous leurs yeux. Les gens finissent toujours par s'identifier à l'outsider et croient qu'eux aussi peuvent rendre l'impossible possible. Le forgeron explique qu'il est bien plus amusant de choisir une classe faible et de surmonter des défis que d'en choisir une forte et de n'avoir aucun défi. La femme pense que ce joueur est fou de choisir une classe aussi mauvaise et de s'infliger autant de souffrance. Elle dit qu'elle comprend vaguement ce qu'il veut dire, mais affirme que choisir la classe qui souffre le plus pour accomplir quoi que ce soit est un peu insensé. Le forgeron dit qu'il est impressionné par le fait qu'elle fasse semblant d'avoir abandonné. Ensuite, il la désigne du doigt et affirme que les malédictions d'un nécromancien sont uniques, car cette classe doit utiliser des sauts de main spécifiques pour lancer des sorts. Le forgeron s'avance vers la nécromancienne, lui demandant si elle pensait qu'il ne savait pas qu'elle ne faisait que gagner du temps pour lancer sa magie. Peu après, on voit la moitié du casque de la nécromancienne tomber au sol et se briser en morceaux. Elle, qui avait fermé les yeux parce qu'elle ne pouvait pas se défendre contre l'attaque, les ouvre lentement et se rend compte qu'il l'a touchée malgré tout. Ne comprenant rien, elle reste sous le choc et se demande si elle est encore en vie. En consultant son statut, elle voit qu'il lui reste encore 4 points de vie. Le forgeron commence à se demander pourquoi elle est toujours en vie, tandis qu'elle pointe rapidement son bâton vers lui et commence à incanter un sort. Elle lance alors la magie appelée Ouroboros, et l'image d'un dragon apparaît derrière elle. Le dragon parcourt toute la longueur de son bâton et, à partir de celui-ci, frappe directement le forgeron, le projetant au loin. En étant touché, il jure et son marteau s'envole de sa main. Le public devient fou et reste stupéfait par ce retournement soudain de la partie. Il est alors annoncé à tous que la gagnante de la saison PVP de Fantasy Online est la nécromancienne et chef de guilde Seonli. La nécromancienne, appuyée sur son bâton, pense à quel point son cœur battait si vite qu'elle a cru qu'il allait exploser. Ensuite, en regardant le corps vaincu du forgeron, elle se dit qu'il n'a cessé d'enchaîner les compétences pour la pousser à bout. Elle pense qu'il porte vraiment bien son surnom de forgeron fou. La nécromancienne commente que, si cette dernière attaque au marteau avait été un coup critique, mais il l'interrompt alors en disant « Arrête de parler, il n'y a rien qui cloche avec le marteau » et qu'il y avait 98% de chances de porter un coup critique, mais qu'au final, cela ne s'est tout simplement pas produit. La nécromancienne dit que, si on demandait à n'importe qui, ils diraient que le forgeron a mieux joué et que, s'ils en parlaient à l'organisation,
il pourrait peut-être changer le résultat. Le forgeron lui dit d'arrêter de parler, dit qu'elle est très douée au jeu et qu'elle a une super personnalité, puis il crie en disant que c'est injuste, qu'il déteste les jeux basés sur la chance. Elle lui demande alors quels sont ses plans s'il veut une revanche. Il répond que non et que c'est peut-être le moment d'arrêter. La nécromancienne est surprise par ce que dit le forgeron. Il ouvre alors le menu du jeu, tandis que le narrateur dit que, si même l'effort est un talent, il existe un moyen de le cultiver de force. La nécromancienne commence à s'approcher du forgeron en remarquant qu'il a ouvert le menu du jeu. Nous voyons le forgeron avec son casque en fer, tandis que le narrateur poursuit en disant que, étonnamment, il n'y a pas d'entraînement spécial, seulement un sentiment. Un sentiment que nous partageons tous. Un sentiment contre lequel ni le talent, ni l'effort ne peuvent de rivaliser. Ce sentiment, c'est le plaisir. Nous voyons l'écran d'au revoir du jeu avec un message de compte à rebours, indiquant qu'il reste 23 heures avant la fermeture des serveurs. Un jeune homme enlève son équipement, désespéré, en disant que cela ne fait que 2 jours qu'il a acheté l'objet avec la carte de crédit de sa mère, sans qu'elle le sache. Ensuite, nous voyons une journaliste lors d'un événement demander à une jeune fille qui est son joueur préféré, et la fille répond que c'est, sans aucun doute, CM Lee. Lors d'un événement bondé, la guilde Necromania fait ses adieux aux fans, tandis que quelqu'un demande à Mademoiselle Lee de regarder vers l'appareil photo pour une photo. Elle prend alors le micro et dit qu'elle remercie tous ceux qui les ont soutenus jusqu'à présent, et qu'à partir de maintenant, ils n'ont pas changé, c'était juste un jour normal à la station de métro. 2 garçons discutent, commentant à quel point la finale était incroyable et disant qu'elle n'a été aussi bonne que parce que Song Lee affrontait Tae-Hon Kim. 2 filles discutent en disant qu'il ne reste qu'un mois avant la fin de la bêta ouverte et que l'une d'elles va essayer de jouer Weaver, tandis que l'autre dit qu'elle va jouer Bard et demande à son ami de lui trouver des vêtements mignons. Des garçons courant vers l'école parlent de choisir un nom cool, pendant que la professeure leur crie d'entrer vite parce qu'ils sont en retard. Un homme dit que son manager joue et demande si acheter des objets payants pourrait l'aider à obtenir une promotion. Son ami répond que non, que le manager dépense déjà la moitié de son salaire dans le jeu. Choqué, l'autre s'écrie « La moitié ?» Au milieu de la cafétéria où il déjeunait. Dans la rue, on voit un panneau numérique affiché sur les fenêtres d'un immeuble. La journaliste explique que plusieurs entreprises s'intéressent à la technologie d'immersion corporelle totale, utilisée par le jeu fantasy en ligne pour la réalité virtuelle. Lors d'une interview, un développeur explique que le trafic a été bien plus important que prévu et qu'ils ont dû augmenter le nombre de serveurs lors du lancement. Le reportage suivant porte sur la joueuse championne du monde et influenceuse professionnelle Seong Lee, célébrant sa victoire lors des 3 dernières saisons en montrant son personnage. La journaliste poursuit en disant qu'elle souhaite toujours rester en tête du classement et placer la Corée sur la carte en tant que puissance du jeu vidéo. Tae-Hon Kim vérifie ses messages et voit qu'il y en a un non lu concernant son admission à l'université de Corée. Il s'étire alors et dit qu'il est peut-être temps de partir, qu'il devrait déjà être rentré chez lui. 6 mois plus tôt, un homme frappe sur la table, faisant sauter le café, et dit qu'étudier la littérature et la langue est absurde, demandant au garçon s'il se prend pour un auteur. Serrant les dents, il continue en disant que, dans une époque où même les intelligences artificielles peuvent écrire des histoires, qu'est-ce qu'il pense pouvoir faire avec ces absurdités? Kim écoute tout cela les yeux fermés et en silence. Il demande à son père « Est-ce vraiment si absurde de vouloir étudier la langue qui touche le cœur et l'âme des gens ?» Pendant que son père remet en question ses notes. Le garçon détourne le visage et dit que les notes ne mesurent rien et qu'il a juste besoin d'obtenir son diplôme. Alors le père demande pourquoi diable il veut entrer dans l'une des meilleures universités. Kim répond alors que, depuis qu'il a pris sa retraite de l'armée, son père reste à la maison à jouer toute la journée et que chacun devrait porter son propre fardeau. Le père rétorque que le garçon doit souffrir pour devenir comme lui et qu'il n'y a aucun mérite à vivre de la location tout en jouant au golf et aux cartes toute la journée. Il poursuit en disant qu'il a travaillé très dur à l'âge de son fils et que les immeubles qu'il possède sont le fruit de son sang et de sa sueur. D'une voix tremblante, le fils demande pourquoi son père essaie de lui imposer ces expériences horribles et lui demande s'il l'aime vraiment. Le père explose et dit que oui, il ne l'aime pas et lui ordonne de quitter la maison. Kim, la tête baissée, dit « Très bien, alors je vais dans ma propre maison ». Le père est surpris lorsque Kim dit qu'il sait ce que son père a acheté en son nom et que, comme c'est légalement à son nom, il peut en faire ce qu'il veut. L'homme, nerveux, se jette sur son fils en lui disant d'arrêter ça tout de suite, tandis que le garçon crie que son nom figure sur les documents. Ils se battent au sol en échangeant des menaces, et le fils dit que le père a tout mis à son nom sans son consentement et qu'il ira au tribunal si nécessaire. Soudain, on voit quelqu'un descendre les escaliers en tenant une assiette garnie de magnifiques pommes vertes. Une femme observe les deux en train de se disputer tout en demandant s'il va renier son propre fils. Les deux, en voyant de qui il s'agit, se figent, la peur clairement visible sur leur visage. L'homme le plus âgé dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire et qu'il essayait seulement de faire peur au garçon, tandis que la mère affirme qu'elle n'a pas travaillé toute sa vie pour voir son fils souffrir. Se tournant vers son fils, elle dit que ce n'est pas grave s'il ne veut pas travailler ou se donner autant de mal,
mais qu'il n'est pas bon d'être paresseux, car la paresse engendre des personnes inutiles. La mère, prenant un couteau et mangeant une pomme, demande quels sont ses plans pour retourner à l'école. Le fils déglutit difficilement en observant ses mains découper la peau de la pomme avec une précision chirurgicale, tout en l'entendant dire qu'il doit vivre avec responsabilité et ne pas agir comme un imbécile. Le garçon alors, en sueur et irrité, demande si cela signifie qu'il doit avoir de meilleures notes. La mère répond que de bonnes notes en disent généralement long sur l'intention d'une personne et, dans son cas, si vraiment il prend au sérieux cette idée de devenir auteur, il va avoir besoin de bonnes notes. Le père, derrière elle, rit en voyant la mère dire exactement ce qu'il avait dit, et le garçon obligé d'avaler cela. La mère continue en disant que tant qu'il leur apportera des résultats dont ils pourront être fiers, elle ne se soucie pas de ce qu'il veut faire, mais qu'il doit arrêter d'être paresseux. Elle le fixe alors d'un air menaçant et dit qu'en ce moment, elle part simplement du principe que son fils ne la respecte pas et lui demande si c'est vrai. Il répond rapidement que non et se plaint, disant qu'il est injuste d'exiger de lui des résultats dont il puisse être fier sans lui dire comment les atteindre. La mère sort alors soudainement 3 photos et demande s'il serait prêt à participer à quelques rendez-vous arrangés, ajoutant qu'elle a repéré 3 filles pour lui. Le père est choqué par la proposition de la mère tandis qu'elle demande avec laquelle il veut sortir en premier. Elle dit que se marier est la façon la plus rapide d'apprendre la responsabilité et qu'il n'a pas à s'inquiéter, car autrefois, les gens se mariaient même plus jeunes. Un peu plus tard, Tae-hoon Kim est dans sa chambre et remarque que le nouvel équipement est arrivé en parfait état. La chaise semble confortable et a clairement été conçue pour épouser tout le corps. Il s'assoit alors dans ce qui est considéré comme la nouvelle génération d'équipements électroniques pour la réalité virtuelle, le Sphère. Le garçon pense à la promesse qu'il a faite à sa mère et allume le Sphère, qui l'accueille avec une salutation. Ensuite, il lance le nouveau jeu, Fantasy Online 2. Il cligne des yeux et se retrouve à voler en direction du symbole du jeu. Le système lui demande alors d'indiquer le nom du personnage et il répond « Tae-hoon Kim ». La machine commence à scanner ses données biométriques. Il ouvre la liste d'amis et se demande si ce gars-là est en ligne. Aussitôt connecté, un autre garçon répond et demande quelle est l'occasion, disant qu'il n'arrive pas à croire que Kim l'ait appelé en premier. La personne à l'autre bout demande s'il appelle depuis un casque VR et s'il va enfin jouer, tandis que Kim répond que oui et qu'il commence probablement un peu tard. L'autre personne commente que l'ancien deuxième du serveur sait ce que cela signifie de commencer 3 mois après les autres, tandis que Kim affirme qu'il va s'en sortir. Il demande alors à son ami s'il veut le mettre au courant des nouveautés, mais l'autre répond aussitôt qu'il viendra lui expliquer tout ça en personne. Kim, cependant, dit que ce n'est pas nécessaire. Notre garçon dit qu'il préfère tout découvrir par lui-même dans un nouveau jeu, tandis que la voix lui recommande de commencer dans le royaume de Dumbland ou d'Atlancy. Kim demande quels endroits il devrait éviter, et son ami répond qu'il vaut mieux rester loin du royaume de Joesdot. Il ajoute que même les développeurs s'accordent à dire que c'était le pire endroit, même dans la version bêta. Il conclut en disant que toutes les quêtes là-bas sont horribles et que la ville centrale est aussi nulle. Le Sphère informe alors que la création du personnage est terminée et lui demande de sélectionner la zone de départ. Un sourire aux lèvres, Kim choisit de commencer dans le royaume de Jaws. Le garçon commence alors à ouvrir les yeux et est surpris par la lumière, mettant une main devant ses yeux pour atténuer un peu l'éclat. Il commence à comprendre où il se trouve, tend la main vers les branches d'un arbre proche et s'étonne de voir à quel point tout semble réel, aussi bien à la vue qu'au toucher. Il aperçoit un oiseau volant au loin et poussant des cris. Il commence à marcher dans la zone où il est apparu. Ensuite, il se retrouve au sommet d'un escalier en pierre, avec un petit village juste en contrebas. Il se demande si cet endroit est le paradis des chasseurs, la capitale de Jaws. En se promenant dans le village, il est impressionné par la qualité du jeu, qui est incroyablement élevée. Il se dit que si un endroit terrible comme cette ville est déjà aussi incroyable, il imagine à quoi doivent ressembler les endroits vraiment sympas. Un mage qui passe près de lui échange un regard avec le garçon, qui aperçoit des yeux exorbités et une légère fumée s'échappant de la bouche de l'autre joueur. Le garçon est extrêmement effrayé tandis que le mage continue de le fixer. Ensuite, l'homme continue à marcher comme un zombie, sans dire un mot. Notre garçon pense qu'il a cru que cette personne n'était qu'un monstre de la carte. Il remarque alors les joueurs autour de lui, en train de pleurer et de se plaindre d'avoir choisi cet endroit pour commencer, voulant quitter le jeu, et il essaie de créer un autre compte, mais sans succès. Un autre homme passe devant lui avec un regard lunatique, disant « Ce monde est absurdement imprononçable ». Doux et glacial, Kim pense que les rumeurs ne rendent pas justice à cet endroit, d'après ce qu'il voit. Soudain, une fenêtre du système apparaît devant lui, avec une nouvelle mission. Il voit qu'il s'agit d'une mission de tutoriel et l'ignore tout simplement. Puis, en ouvrant sa fenêtre de statut, il constate qu'il n'a toujours pas de classe. Il ouvre l'inventaire pour voir quel type d'arme il possède sans classe, et découvre une épée. Il voit que l'épée s'appelle épée usée du sans classe, et sa description indique que c'est peut-être mieux que rien pour commencer. Brandissant l'épée usée, il tente quelques coups dans le vide. Ensuite, il passe à l'étape suivante, qui consiste à vérifier ses attributs. Alors, tout le monde va penser qu'il est fou. Quelque temps plus tard,
hors des murs de la ville principale, quelques lapins courent tandis qu'un petit essaie de creuser et d'entrer dans un trou dans le sol. Un autre lapin mange une carotte, tandis qu'on aperçoit Kim à l'arrière-plan avec une expression de totale perplexité. Notre garçon est déçu et sous le choc, se demandant si ces lapins sont des monstres. Il a pensé que, s'il commençait à vaincre ce genre de monstre, les gens arrêteraient de le traiter de fou et commenceraient à le traiter de sociopathe. Un lapin apparaît silencieusement derrière lui. Le lapin le surprend alors avec un coup de pied sauté dans le dos, le faisant voler et lâcher son épée. Le garçon est projeté plusieurs mètres en avant sous la force du coup et s'écrase la tête la première au sol. Kim relève alors son visage de la terre, en sang, édenté et extrêmement choqué par la force du coup qu'il vient de recevoir. Le système indique que les dégâts subis ont dépassé la limite et qu'un saignement a été détecté. En se relevant, il pense qu'il ne ressent pas de douleur dans le jeu, mais que la réaction physique a été beaucoup trop exagérée et il se demande quel genre de lapin connaît des mouvements de combattant ceinture noire. Le lapin commence à se pavaner devant le garçon, lançant des coups de poing et des coups de pied dans l'air. Ensuite, il s'arrête dans une pose provocante et, avec sa petite patte mignonne, invite Kim à se battre. Complètement provoqué, notre garçon traite le lapin de plein de style et dit que, s'il a donné un coup de poing, il doit aussi être prêt à en recevoir. Il fonce alors sur le lapin, ne se souciant plus de savoir si les gens vont le traiter de sociopathe ou non, car il va détruire ce lapin. La nuit tombe et un homme s'avance vers la grande torche devant la ville pour allumer l'entrée. L'homme commence à entendre quelqu'un halter à proximité. Il baisse alors les yeux et voit Kim, haletant désespérément et disant que le lapin était plus difficile qu'il ne le pensait, et que s'il était plus jeune, cela aurait été différent. Le visage complètement tuméfié et enflé, il se dit qu'il a passé toute la journée à chasser un seul lapin et commence à comprendre pourquoi les gens détestèrent cet endroit. Le système l'informe qu'il a gagné un niveau et lui demande d'attribuer ses points dans la fenêtre de statut. Pendant ce temps, il pense qu'il a monté de niveau très rapidement et se demande quel genre de lapin c'était. Quelqu'un l'appelle alors qu'il est encore allongé dans l'herbe. C'est son ami Progyat qui le menace en disant que s'il lui raccroche encore au nez, il sera bloqué. Il demande si, malgré tout, Kim a vraiment commencé dans le royaume de Jaws et Kim répond que oui. Son ami lui dit alors d'ouvrir le lien qu'il vient de lui envoyer. Il ouvre le site et voit le forum du royaume de Jaws, avec des gens qui postent d'à quel point cet endroit est terriblement difficile. Kim demande alors à son ami, en se couvrant la bouche, ce qu'il doit faire, disant qu'il a tout complètement gâché. L'ami, qui connaît déjà bien Kim, lui dit d'arrêter de cacher ce petit sourire sarcastique, commente que Kim a gagné quelques attributs bonus et que le jeu lui recommande de les répartir en fonction de la classe qu'il choisira. Kim demande à son ami quelles sont les classes sympas. Son ami répond alors que sa notion de « sympa » est différente. Kim demande alors quelles sont les pires classes, et l'ami répond que forgeron est hors de question. Kim, intrigué, demande pourquoi. L'ami explique que la classe est désormais bonne et que toutes les guildes recrutent des forgerons avant même qu'ils ne changent de classe, ajoutant que Kim sous-estime à quel point son forgeron était populaire. Son ami poursuit en disant qu'il a rencontré au moins 3 personnes portant l'ancien pseudo de Kim en jouant, et Kim répond que cela signifie que cette classe n'est déjà plus faite pour lui. L'ami demande si cela signifie qu'il n'a pas encore choisi d'ajustement de statut. Il explique que Kim doit choisir une classe avant de définir ses ajustements de statistiques en fonction du rôle qu'il souhaite jouer. Des choses comme le charisme, s'il veut diriger des troupes, ou la défense magique pour les mages, etc. Alors, Kim demande évidemment quel est l'attribut le plus inutile jusqu'à présent. L'ami répond que c'est facile. L'attribut le plus inutile, c'est la chance. Kim se souvient alors de son forgeron dans le jeu original, en pensant que si cette dernière attaque avait été un coup critique, il aurait été le meilleur joueur. L'ami commence à expliquer pourquoi il devrait choisir une bonne classe, et que la chance est un attribut qui influence très peu de choses en général, mais notre héros décide de ne choisir aucune classe. Il s'assoit alors, tandis que son ami reste choqué à l'autre bout du fil en apprenant qu'il ne va choisir aucune classe. Kim dit que les conseils de son ami l'ont aidé à prendre une décision et le remercie, tandis que l'ami lui répond qu'il ne peut pas être sérieux. Il rappelle à Kim que la saison dernière, il s'est mal débrouillé à cause de 2%, et que peut-être cette fois ce sera différent. L'ami lui dit qu'il est fou et qu'il fasse ce qu'il veut, car il sait que, quoi qu'il dise, Kim fera les choses à sa manière de toute façon. L'ami ajoute alors que, s'il a un jour besoin de parler à quelqu'un, il suffit d'appeler, puis il lui dit au revoir, tandis que Kim regarde le ciel du portail du jeu, heureux d'avoir pris sa décision. Il pense que les classes n'ont pas d'importance, qu'il se débrouille très bien sans, et qu'il va investir tous ses points dans la chance. Une jeune fille est projetée au sol, son épée à la main. 3 lapins à moitié humains la regardent avec des sourires malicieux sur le visage. L'un des lapins commence à s'approcher de la jeune fille, tandis qu'elle se met à pleurer et leur dit de ne pas s'approcher. Un guerrier surgit de nulle part, repoussant les créatures en arrière et leur ordonnant de reculer. Le lapin maléfique le désigne alors du doigt et dit que ce n'est qu'un idiot de plus qui demande à être vaincu.
Le garçon se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle va bien. Il lui dit qu'il va s'occuper de tout à partir de maintenant et lui ordonne de s'enfuir. Elle lui dit alors que c'est de la folie d'affronter tous ces monstres tout seul, et il répond que cela n'a pas d'importance et qu'elle doit simplement partir. Il dit qu'un rejeté comme lui, qui n'a connu que la souffrance dans la vie et s'est retrouvé au royaume de Jaws, qui est pire que la réalité, n'a réussi à traverser tout cela que grâce à son sourire. Il continue en disant que, même en sachant que ce monde n'est pas réel, il détesterait voir la personne la plus précieuse au monde pour lui se blesser. La jeune fille lui demande pourquoi il dit tout cela soudainement et le traite d'idiot. Pendant ce temps, Kim observe de loin. En y regardant de plus près, on voit que Kim est couvert de blessures, mangeant quelque chose avec un sourire aux lèvres. Notre héros pense qu'ils pourraient être vaincus ensemble, puis il dit que le garçon est en train de flirter dans un nouveau jeu qu'il regarde. Une réalité à l'intérieur de la réalité virtuelle. Kim pense qu'à son deuxième jour, il a vaincu 10 lapins tout seul, et que la viande de ces lapins était horrible. Un homme corpulent s'arrête à côté de lui et dit « Bonjour ». Kim regarde alors sur le côté et remarque le ventre de l'homme à côté de lui. L'homme dit qu'il a remarqué que notre garçon est très doué pour chasser les lapins. Il se présente comme le chasseur host et remarque que Kim semble nouveau dans le jeu. Il demande alors pourquoi Kim n'est pas venu le voir jusqu'à présent. Totalement choqué, Kim se demande si le PNJ lui a vraiment parlé en premier. Une fenêtre du système apparaît alors, indiquant que la mission originale a été modifiée et que le nouveau texte demande de satisfaire la curiosité du PNJ host, le chasseur. Notre garçon, relisant donc la mission tout en mangeant la viande de lapin, devient sérieux en regardant le PNJ. Il pense que le PNJ est indépendant et se demande s'il s'agit d'un algorithme spécifique, réfléchissant à accepter ou non la mission, puisqu'il s'agit d'une mission pour débutants. Le garçon s'excuse alors et dit que ses compétences sont très mauvaises, et qu'il s'entraînait pour le surprendre lorsqu'il se rencontrerait. Le chasseur dit alors qu'il pensait que tous les nouveaux aventuriers étaient un petit idiot, mais qu'il en a enfin trouvé un qui ne semble pas l'être. Une fenêtre du système apparaît, montrant qu'il a gagné des points de relation avec Host parce que ce dernier a apprécié le garçon. Après quelques secondes, Kim demande au PNJ ce qu'il veut, puisqu'il se contente de se regarder depuis un moment sans rien dire. Le chasseur dit alors que Kim a maîtrisé les bases simplement en chassant des lapins, et que cela fait très longtemps qu'il n'a pas eu de disciple. Il demande alors si Kim veut devenir son élève. La fenêtre du système change et la nouvelle mission concerne désormais une classe épique et rare appelée Chasseur de Tilum. Il adopte alors une posture et un sérieux qu'il n'utilise même pas avec son père et refuse l'offre, disant que ses compétences ne sont pas encore suffisantes. Kim, alors, dans ses pensées, s'excuse mais dit qu'il a déjà accepté son destin en tant que personne sans classe. Une nouvelle fenêtre du système apparaît avec une nouvelle mission, lui demandant s'il veut accepter, tandis que le PNJ dit que tout le monde commence sans tout savoir. Notre garçon commence à parler avec insistance, disant qu'il ne peut pas accepter, aussi tentant que cela paraisse. Car sinon, comment pourrait-il se considérer comme un homme? Le PNJ l'interrompt et dit « Oui, un vrai homme, c'est ça l'esprit d'un véritable chasseur de Tilum ». Une autre fenêtre du système apparaît, indiquant qu'Hosto est très heureux. Le chasseur dit alors qu'il apprécie de plus en plus le garçon à chaque phrase, mais qu'un chasseur ne force jamais personne à rien, et il conclut en disant que le garçon peut venir le voir à tout moment. Il ajoute ensuite que les chasseurs comme lui trouvent ennuyeux de nettoyer une proie, et qu'il peut échanger certains objets à bon prix avec lui. Une autre fenêtre du système apparaît, indiquant qu'une boutique, un niveau moins cher que les autres, est désormais accessible via Hosto. Le garçon pense qu'il n'a vu aucune information à propos de lui possédant une boutique sur les forums en ligne. Kim le remercie alors et ouvre son inventaire, demandant s'il peut utiliser la boutique à ce moment-là. Le PNJ le regarde et demande à propos de l'objet qu'il tient dans la main, tandis que Kim se demande si cet objet est non échangeable. Mais le chasseur dit que ce n'est pas le cas, il peut l'acheter. Il dit alors que Kim ne devrait pas vendre cela, que c'est comme un porte-bonheur et que les nouveaux aventuriers comme lui en auront besoin. Kim regarde la patte de lapin dans ses mains et pense que cela doit vraiment être rare, puisqu'il a vaincu d'innombrables lapins et n'en a obtenu qu'une. Alors, en regardant de plus près, il essaie de trouver une quelconque propriété magique à l'objet. En l'inspectant de plus près, il voit que la description de l'objet indique qu'il possède un effet caché lorsqu'il est utilisé. Il finit de lire et écarquille les yeux devant l'effet de l'objet. Peu après, Kim commence à manger la patte de lapin comme un maniaque, allant jusqu'à effrayer le PNJ, tandis que l'effet de l'objet s'active, lui accordant 5 points de chance supplémentaires. Le PNJ, choqué, observe tandis que le garçon affirme que l'effet est réel, mais qu'il y a quelque chose d'étrange dans le goût. Alors le chasseur lui demande s'il est fou, dit que le garçon doit cuisiner avant de manger et lui demande ce qu'il fera s'il attrape une intoxication alimentaire. Un peu plus tard, on voit un aventurier les yeux fermés essayer de donner un coup d'épée. Le lapin qu'il essaie de toucher reste immobile, confus, tandis que le garçon rate complètement son attaque. Il trébuche alors sur une pierre sur le chemin et bien sûr, tombe la tête la première par terre, faisant voler son épée. Le lapin, qui observait toute la scène, commence à rire de loin, tandis que le garçon se relève avec le front blessé. Le monstre enchaîne alors une série de coups sur le garçon,
tandis que des messages du système apparaissent pour indiquer qu'il n'est pas encore prêt. Pendant que le garçon est inconscient au sol, Kim observe de loin, en train de faire cuire une pâte de lapin sur le feu, tout en surveillant la scène. Il pense que ce garçon est un débutant et que cuisiner la pâte de lapin ne change rien, c'est toujours aussi mauvais. Le garçon commence à se relever tandis que Kim se dit qu'il a dû rêver qu'un joueur solo affronterait un lapin en 1 contre 1. Mais il espérait voir des compétences magiques incroyables. Pendant que le combat continue, le débutant essaie de toucher le lapin par tous les moyens, mais le lapin esquive toutes ses attaques. Notre héros pense que c'est honteux. Le lapin, alors, agacé, crie sur le débutant qui prend peur et lui crie dessus en retour, désespéré. Il ferme les yeux, effrayé à l'idée de voir à quel point il va se faire frapper, mais comme rien ne se passe, il commence à ouvrir les yeux lentement. Kim le traite d'idiot et s'interpose entre le lapin et le garçon. Ensuite, il demande pourquoi il se bat les yeux fermés, attrape la patte du lapin d'une main et dit « Ce n'est qu'un lapin, il n'est pas effrayant. Seule sa taille est différente. » Juste après, le lapin donne un coup de poing précis au visage de Kim parce qu'il ne faisait pas attention à lui. Kim ordonne au lapin de rester immobile. Le lapin le regarde avec une expression confuse. Notre héros fixe le lapin d'un air sérieux et dit « Maintenant, il ne peut plus s'enfuir. » Puis, avec un regard de défi, il dit au lapin de se préparer. Les deux se font face, prêts pour le combat. Notre héros donne quelques coups de poing tandis que le lapin se défend. Il dégaine alors son épée pour porter le coup final au lapin avec habileté et agilité. Il tranche le lapin, le vainquant. Alors que l'ennemi disparaît, le garçon reste bouche bée devant le niveau de compétence de notre héros pour vaincre des lapins. Kim prend alors une profonde inspiration, soulagé, et dit que c'était un bon combat de boxe contre le lapin. Notre héros regarde le garçon et lui dit de se relever, que c'est un jeu et que la beauté ne résout pas tout. Il était sur le point de commencer à parler, mais Kim lui ordonne de se taire et d'écouter en disant « Les lapins sont agaçants, et si tu fermes les yeux en attaquant, tu ne vaincras jamais rien. » Le garçon essaie de protester, mais notre héros lui dit encore de se taire et lui demande pourquoi il ferme les yeux en attaquant. Le garçon répond que c'est effrayant quand il riposte. Tous deux restent sous le choc, et quelques secondes de silence entre eux semblent être un moment infiniment long et gênant. Kim dit qu'il ressemble à un lycéen et demande s'il se concentre au moins sur l'ingénierie, ce qui serait déjà un peu mieux. Il poursuit avant que le garçon ne puisse répondre, disant que s'il a peur d'un lapin, il va sûrement se faire battre à l'avenir. Il demande ensuite son nom et le garçon répond qu'il s'appelle Yuju. Notre héros dit alors qu'en y réfléchissant, ses capacités physiques sont terribles et lui demande comment il a monté de niveau. Le garçon dit qu'il faisait partie d'un groupe. Kim demande ce qui est arrivé au reste du groupe et lui, gêné, répond qu'il a été expulsé parce qu'il était trop mauvais. Il continue en disant qu'il aurait dû jouer avec ses amis, mais qu'il a choisi la mauvaise zone de départ et s'est retrouvé là. Il voulait monter de niveau rapidement pour pouvoir aller ailleurs. Notre héros l'interrompt alors et dit qu'il a de la chance. Kim dit qu'en général il se moque des gens comme lui, mais qu'il le trouve mignon. Alors il va faire une exception et aider un peu le garçon. Notre héros envoie une invitation de groupe et dit qu'il va l'aider à atteindre le niveau 10 pour qu'il puisse aller dans une autre ville. Le garçon est très heureux et reconnaissant. Ils aperçoivent quelques lapins qui se pavanent à quelques mètres et Kim prépare son épée pendant que le garçon se cache derrière lui. Notre héros dit au garçon d'aller vers le lapin, de le frapper, puis de revenir près de lui, juste pour donner le coup final. Le garçon confirme qu'il a compris la stratégie, ferme les yeux une fois de plus et lance l'épée, qui finit par toucher le dos de notre héros. Il se retourne et commence à insulter le garçon, qui met la main sur sa bouche, gêné. Un peu plus tard, on voit une épée traverser le crâne du lapin. Le garçon crie alors que c'est lui qui a fait ça, tandis que Kim est tout gonflé et couvert de blessures. Kim s'arrête et se dit qu'il ne peut pas continuer comme ça, puis il commence à faire des calculs, tandis que le garçon l'observe simplement, sans rien comprendre à ce qu'il dit. Le garçon, pensant que notre héros va dissoudre le groupe, commence à paniquer, mais Kim lui dit qu'il ne va pas dissoudre le groupe. Il réfléchit juste à une meilleure stratégie. Il remercie alors le garçon de ne pas s'être fâché et de ne pas avoir dissous l'équipe. Kim demande, tout en cuisinant des pattes de lapin, si le garçon a déjà pensé à jouer en tant que forgeron, tisserand, etc. Mais le garçon répond qu'il est difficile de monter de niveau tout seul dans ses classes. Notre héros s'interroge, car il avait dit qu'il avait commencé à jouer avec quelques amis. Le garçon répond qu'il ne les a pas revus depuis qu'ils se sont séparés, et que jouer avec quelqu'un c'est mieux, mais qu'il n'aime pas certaines classes. Le protagoniste se demande alors si le garçon aime vraiment jouer seul, et lui demande pourquoi il ne veut pas jouer avec ses amis. Kim dit qu'un forgeron peut jouer en solo et demande au garçon s'il n'a pas remarqué que, dans le jeu précédent, un forgeron était le deuxième meilleur joueur. Alors que Jisoo est incrédule, il dit qu'il a tout recherché sur le jeu précédent et demande si Kim parle de Kim Tae-young, car il est le plus grand fan du forgeron. Le garçon demande alors si notre héros n'a pas copié le nom de son idole, ce à quoi le héros répond qu'il n'a rien copié du tout.
Le garçon dit qu'il a vu ce qui s'est passé et demande s'il n'est pas nécessaire d'avoir un talent naturel. Notre héros dit qu'il existe d'autres moyens d'y arriver, même sans talent naturel, et il continue en disant que le garçon pourrait choisir des classes d'attaque à distance ou de soutien, comme chasseur ou mage. Il ajoute ensuite que la région de Jaws est principalement axée sur le physique et commence à parler du chasseur et à envisager d'autres options, lorsque le garçon l'interrompt et dit qu'il aime le chasseur. Notre héros demande s'il ne prend pas sa décision un peu trop vite simplement parce que c'était son personnage d'origine, et le garçon répond qu'il aime tirer des flèches. Ils partent alors à la recherche du chasseur Hosto pour demander un arc, puisque le novice aime vraiment ça. En criant, le garçon dit que Kim ne peut pas lui parler comme ça, car le PNJ répond comme une personne normale. Notre héros demande s'il a déjà été battu à cause de cela. Ji continue en disant que le chasseur Hosto est extrêmement strict, et parfois il ne fait même pas attention, allant jusqu'à insulter et cracher sur les aventuriers débutants. Le garçon se souvient des fois où il a essayé de parler au chasseur. La première fois, il a fait des commentaires sur la météo et a été complètement ignoré. La deuxième fois, il a réussi à chasser un lapin et a demandé où il pouvait vendre les objets. Et Hosto a répondu qu'il ne savait pas, avec une expression indifférente. La troisième fois, il a laissé le garçon commencer à parler avant de partir en disant qu'il était agaçant. Il sort du monde des rêves lorsque le PNJ répond. Si c'est pour quelqu'un qu'il aime et qu'il l'a dit avec assurance, alors il sait que c'est une nécessité. Le PNJ commence à sourire et dit que s'il a besoin d'un arc, cela signifie qu'il a enfin pris une décision. Hosto est très heureux et commence à prononcer le nom de la rare classe Tylon Hunter, pensant que notre héros acceptait. Mais il est vite corrigé. Ji a enfin son arc et l'examine déjà, avec des flèches dans le carquois dans son dos. Le garçon est curieux de savoir pourquoi Kim a refusé la classe, et fait remarquer que cela doit être l'une des classes rares. Notre héros dit qu'il ne veut pas de la classe et que oui, elle est rare. Kim s'arrête pour réfléchir que Tylon Hunter est une classe de chasseur et, puisque le garçon aime tant cela, il lui demande s'il ne veut pas essayer. Il continue en disant qu'Hosto n'a pas une mauvaise personnalité, mais qu'il doit persévérer et être plus poli pour que le PNJ finisse par l'apprécier. Il prend alors l'arc et tire sur la corde, même sans flèche, juste pour tester, puis la relâche. Il regarde Kim et dit que, si celui-ci pense que c'est possible, il va essayer. Notre héros lui dit de faire ce qu'il veut, tandis que le PNJ fait ses adieux aux aventuriers. Notre héros demande au garçon s'il a déjà tiré des flèches auparavant, et il répond qu'il fait partie du club de tir à l'arc de l'école. Nous voyons alors 3 cibles de tir avec des flèches plantées près du centre de la cible du milieu. Soudain, une flèche en brise une autre en deux, toutes deux au même point du cercle central de la cible. Tout le monde reste stupéfait en voyant que la précision du garçon dépasse les 90%. Le garçon dit qu'il est plus facile de tirer ici que dans la vraie vie. Notre héros dit qu'il a vraiment du talent pour ça. Et il l'appelle pour voir si Hosto a une mission. Le protagoniste dit que, parce que c'est lui, il va devoir commettre un génocide de lapins, mais Jisoo répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il peut améliorer sa relation à travers les missions avec Hosto. Il regarde le nouvel arrivant les yeux mi-clos, tandis que l'autre évite le regard du chasseur, levant les yeux lorsque Kim dit qu'il est venu rendre visite au PNJ pour voir s'il a besoin d'aide. Ji pousse un soupir de soulagement de ne pas avoir été vaincu par Hosto une fois de plus. Le PNJ explique alors que, récemment, des loups se sont approchés très près des abords du village et qu'ils demandent de l'aide au chasseur Tilom. Hosto commence alors à promouvoir la classe chasseur Tilom auprès de Kim, qui, réalisant qu'il s'agit d'un piège, s'éloigne en entraînant le nouveau avec lui. Une fenêtre du système apparaît, indiquant qu'Hosto essaie de leur refiler la mission de chasser les loups et que, s'il ne la termine pas, il sera très déçu. Jisoo remarque que la récompense de la mission est composée de plusieurs points d'interrogation et demande à notre héros de quel type de récompense il s'agit. Kim s'inquiète d'être forcé d'accepter le changement de classe et réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour diminuer sa relation avec Hosto, tandis que Jisoo dit que la mission augmente justement cette relation. Notre héros dit alors qu'il devrait d'abord chasser les loups et que si le garçon atteint le niveau 10, il pourra quitter cet endroit. Les scènes de combat suivantes mettent toutes en avant notre héros, enchaînant les coups critiques les uns après les autres, ce qui le pousse à se demander si cela devrait vraiment se produire. Il achève ce qui serait le 5e lapin vaincu avec des coups critiques et voit un message du système indiquant qu'il est en train de perdre le contrôle. Le novice reste bouche bée derrière notre héros en voyant les lapins vaincus devant lui. Kim pense que vaincre tous les lapins empêche le novice de gagner de l'expérience et qu'une petite augmentation de chance ne justifie pas autant de coups critiques. Ji sort une flèche de son carquois et la place sur son arc, tandis que Kim est perdu dans ses pensées à propos de son épée. Le novice se concentre en visant l'un des lapins devant lui. Quelques secondes plus tard, il relâche la flèche qui vole rapidement. Aucun des lapins ne semble remarquer la flèche avant. Seul l'un d'eux, à la dernière seconde, semble la voir. La flèche atteint alors la tête du lapin, effrayant les autres autour de la cible principale. Les lapins deviennent furieux en voyant leur ami tomber au sol. Un système affiche plusieurs messages: tir à la tête, attaque par derrière et coup critique. Ils semblent réaliser ce qui s'est passé en même temps et regardent, choqués,
le résultat d'un seul tir du novice. Ensuite, ils se regardent encore, incrédules face à ce qui vient de se passer. Le novice devient alors mal à l'aise sous le regard de Kim et demande ce qui se passe, tandis que le garçon dit qu'il tire si bien que c'en est irréel. Kim pense alors que ce garçon pourrait être un prodige du tir à l'arc. Il donne alors une tape sur la tête du novice et le félicite d'être aussi doué, même s'il est mineur. Le novice devient gêné et notre héros commence aussitôt à le taquiner, lui demandant s'il compte devenir une idole séduisante et avoir beaucoup de fans plus âgés. Kim commente que devenir célèbre dans la vraie vie et dans le jeu sont deux choses différentes, tandis qu'on voit sa fenêtre de statut avec 408 points de chance au niveau 18. Notre héros continue de parler du garçon, disant qu'il est beau, qu'il aura un fan club et qu'il commencera à faire des lives, pendant qu'on voit la fenêtre de statut de Jisoo au niveau 10. Le soir, on voit un loup hurler avec la lune en arrière-plan. L'attention du loup est alors détournée sur le côté. Nous voyons Kim et Ji marcher la nuit, tandis que le loup les observe du sommet d'une falaise. Mais le novice semble effrayé. Notre garçon commence alors à dire que, s'il est vaincu, il peut simplement recommencer. Pendant ce temps, une paire d'yeux brillants l'observe. Un loup bondit vers lui et des messages du système apparaissent, montrant qu'il a subi une attaque par derrière, mais qu'il a eu de la chance et l'a esquivé. Kim tient son épée dans la gueule du loup et se demande d'où il est sorti. Jisoo crie au loup de s'éloigner de son ami alors qu'elle prend une flèche dans son carquois. La flèche atteint alors le loup et une fenêtre s'affiche, indiquant que le novice a appris une nouvelle compétence et que les mouvements du loup ont été ralentis. Notre héros, toujours en combat rapproché avec le loup, regarde le novice et le félicite, disant qu'il a fait du bon travail. Peu après, il saisit son épée et la plante dans la poitrine du monstre. Le monstre commence à s'effondrer sous la force du coup de Kim. Lorsque le loup s'écrase au sol, le novice demande si le loup est vraiment vaincu ou non. Notre héros se demande alors s'il existe des compétences de furtivité, puisque le loup avait caché sa présence et lui avait tendu une attaque surprise. Il se rappelle ensuite que la mission d'Hosto stipule qu'ils doivent en vaincre 20 comme celui-ci. Les deux garçons entendent alors des hurlements tout autour d'eux et deviennent tendus. Le novice commence à bégayer et à trembler, demandant s'ils sont encerclés, tandis que Kim lui dit de rester calme, car ils n'attaquent pas en groupe. Notre protagoniste commence alors à théoriser, disant que leur niveau n'est pas si élevé et qu'ils sont probablement juste en train de faire de la reconnaissance dans la zone. Il poursuit en disant qu'ils ne peuvent pas sortir des zones désignées et qu'en excluant le loup qu'ils viennent de vaincre, il ne devrait pas y en avoir plus de 2 ou 3. Pendant qu'il parlait, il a vu un nombre obscène de loups venir vers eux et s'est mis à courir si vite que le novice était encore en train de parler lorsqu'il s'est rendu compte que les deux avaient déjà commencé à dévaler la colline. Lorsque le novice dépasse notre héros lors d'un sprint, se demandant pourquoi J était bien plus rapide que lui, il se rend compte qu'il n'a mis aucun point en agilité. Alors, en criant après le novice, il lui demande s'il va s'enfuir tout seul et l'abandonner, mais le novice avait déjà disparu de sa vue. Soudain, alors qu'il courait, il a senti quelque chose de différent se produire et a eu l'impression de tomber. Ensuite, on voit une fenêtre du système indiquant qu'il est entré dans un donjon appelé Grotte du sous-sol frontal de la montagne Tilom. Notre héros et le novice sont allongés sur le sol d'une caverne, disant que le trou d'où ils viennent doit être l'entrée du donjon. Dans ses pensées, Kim insulte les développeurs, disant qu'ils ne se sont probablement pas du tout souciés de cette zone et qu'ils n'ont pas équilibré l'endroit. J demande si les donjons sont les endroits où des monstres apparaissent aléatoirement, et notre héros confirme plus ou moins. Kim dit que les donjons secrets sont difficiles à trouver et que c'est une bonne opportunité pour eux. Pendant ce temps, le novice dit qu'ils sont tombés dans un piège et ont fini là. Il continue en disant que ce n'était pas de la chance, mais de la malchance, et qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Mais Kim dit que cela n'a pas d'importance s'ils sont vaincus, car il n'y a aucune pénalité. Ils commencent alors à marcher et arrivent dans une grande salle. Le novice se demande quel type de monstres ils vont rencontrer là-bas, tandis que Kim répond que ce sont des gobelins. Lorsqu'on lui demande comment il le sait, Kim montre une pancarte devant eux, disant que des gobelins vivent ici. Il commente que si des gobelins vivent vraiment là, alors il doit y avoir toutes sortes de pièges, et il pense que cela risque d'être une expérience douloureuse. Kim dit qu'ils sont tous les deux encore sans classe, donc ils n'ont pas de compétences de scan ou de recherche. Donc, même s'ils sont prudents, ils pourraient ne pas tout remarquer à l'avance. Notre héros dit qu'il n'y a aucun moyen de détecter quoi que ce soit, parce que le niveau du donjon est un peu plus élevé que le leur. Le novice marche sur quelque chose qui fait du bruit, et les deux restent silencieux, choqués par la coïncidence de la situation. Quelques flèches frôlent le visage de Kim, et plusieurs lames circulaires traversent le sol, toutes accompagnées de messages du système indiquant qu'elles ont raté notre héros. Puis, un bruit se fait entendre au-dessus d'eux, et, en levant les yeux, ils voient des pierres tomber sur eux. Le novice s'accroupit en s'attendant au pire, mais les pierres les évitent des tombes tout autour d'eux. Notre héros, tremblant et n'osant même pas cligner des yeux, reste immobile, tandis que le novice reste accroupi comme s'il attendait encore la défaite. Soudain, J crie en s'excusant. Kim pense qu'il va bien parce que le piège a raté, mais si seulement l'une de ces pierres l'avait touché, il serait mort instantanément. Peu après, ils entendent des bruits venant de l'un des couloirs
et de petites créatures demandant qui ils sont. On voit alors 3 gobelins et quelques autres cachés derrière eux. Le novice sort rapidement une flèche et demande qui il doit attaquer en premier, tandis que Kim lui demande de se calmer. Kim dit alors que, s'ils parviennent à discuter calmement avec eux, ils pourraient s'en sortir vivant facilement, mais les gobelins n'ont pas laissé le temps au héros de réfléchir et un guerrier a sauté sur lui, ce qu'il a réussi à bloquer avec son épée. Il pense que même avec 0 point en force, il ne devrait pas perdre un combat de force contre un gobelin. Kim, réalisant qu'il allait perdre le combat, fait glisser son épée sur le côté pour contourner le gobelin et profite de l'occasion pour porter un coup qui tranche le gobelin d'une oreille à l'autre. Presque en même temps, une fenêtre du système indique qu'il a gagné un niveau. Une autre fenêtre indique qu'il a appris la compétence coup de chance. Alors, une pièce est lancée dans le système et tombe sur face, lui accordant une attaque double pendant 15 secondes et réinitialisant le temps de recharge de toutes les compétences. Le personnage est encore sous le choc de tout ce qui se passe et se demande ce que diable est ce coup de chance. La pièce est lancée à nouveau, retombant une fois de plus sur face, répétant l'effet précédent, mais augmentant cette fois son attaque par 4. Il crie alors au système en demandant quel genre de compétence est ce coup de chance. Le système lance la pièce une 3e fois, tandis que l'on voit des gobelins avancer en arrière-plan. Encore une fois, la pièce tombe sur face, multipliant son attaque par 8. Il voit qu'il n'a plus de temps, car les gobelins sont déjà presque sur lui. Kim brandit son épée sauvagement, tranchant les gobelins avec facilité, comme s'il n'était de rien. Ji est complètement choqué par la scène à laquelle il assiste, tandis que Kim, lui aussi stupéfait, commence à sourire en voyant la destruction qu'il a causée. Le novice plante une flèche dans la tête d'un gobelin, tout en demandant à Kim ce qu'il vient de faire, bon sang. Les autres gobelins commencent à crier qu'il faut tuer l'humain, tandis qu'il pense qu'il a une chance d'esquive absurde et une attaque critique incroyablement puissante. Il pense alors qu'il a découvert une nouvelle compétence, et qu'il a tout cela simplement parce qu'il a mis tous ses points dans la chance. L'un des gobelins dit alors qu'il y a quelque chose d'étrange avec cet humain, car leurs attaques ne le touchent jamais. Kim dit alors que, s'ils sont énervés dans leur prochaine vie, ils devraient investir dans l'attribut chance. Notre héros vainc alors facilement tous les gobelins autour de lui. L'un des gobelins, avant de disparaître, insulte et maudit notre héros. Le protagoniste se demande alors pourquoi diable il l'a appelé « chasseur de Tilum ». Lorsqu'ils ouvrent leur fenêtre de statut, ils voient qu'ils ont gagné de nombreux niveaux, et que le novice est encore au niveau 17, tandis que Kim est très proche d'atteindre 500 en chance. Kim met tous ses points dans la chance. Puis, Jésus remarque qu'il y a un coffre au trésor. Ils regardent tous les deux le coffre, l'admirant pendant un moment, puis se demandent s'il s'agit d'un piège. Pendant ce temps, notre héros dit qu'il va ouvrir le coffre et demande au novice de s'éloigner un peu. En touchant le coffre, il se rend compte qu'il n'y a pas de piège, mais qu'il est verrouillé. Il demande alors à l'archer s'il a obtenu une clé en accomplissant les quêtes. Jésus sort alors un clou en métal tordu et dit qu'il pourrait essayer d'ouvrir le coffre avec ça, parce qu'il a vu des gens utiliser ce genre de choses dans des films pour ouvrir des coffres. Kim ne dit rien, il fait juste une tête comme s'il retenait un juron. Notre héros commente que, s'il parvient à ouvrir le coffre avec ça, cela signifie que les joueurs de la classe voleur ne pourront pas gagner leur vie. Il continue en disant à l'archer que c'est comme ramasser n'importe quoi par terre et essayer d'ouvrir le coffre. Il serait en train de dévaloriser toute une classe. Puis, il entend le bruit de la serrure qui s'ouvre et les deux restent sous le choc. Une fenêtre du système apparaît, montrant qu'ils ont trouvé un objet appelé « l'âme du chasseur de Tilum ». Une autre fenêtre indique qu'ils ont également trouvé la tunique en cuir du chasseur de Tilum. Une autre fenêtre du système informe qu'ils ont trouvé la dague du chasseur de Tilum. Kim dit qu'il va garder seulement l'épée et que la dague et l'armure peuvent rester à J. En équipant la tunique en cuir, une fenêtre apparaît indiquant que l'objet a pour effet de faire en sorte que les habitants de Tylon accueillent favorablement celui qui la porte. Un gobelin est assis confortablement sur son trône, tellement à l'aise qu'il semble dormir. De loin, derrière un coin, nos héros aperçoivent la créature. Kim dit que ce monstre est un hobgoblin, et l'archer demande ce qu'ils doivent faire. Notre protagoniste dit qu'il doit y avoir des serviteurs gobelins près du hobgoblin et se demande où il se trouve. Jisoo dit qu'il ne voit aucun gobelin à proximité. Soudain, notre héros se lève et commence à marcher en disant qu'il va attaquer et demande à l'archer d'attendre là. En marchant, il pense que soit les serviteurs apparaîtront lorsque le combat commencera, soit lorsque le chef changera de phase et qu'ils sortiront probablement par un tunnel latéral. Kim utilise alors sa compétence coup de chance pour essayer de terminer le combat le plus rapidement possible. La première fois, il lance la pièce et elle tombe sur pile, ce qui signifie qu'il n'a pas eu de chance. Il lance la pièce 2 fois de plus, obtenant face les 2 fois. Jisoo lui demande ce qu'il est en train de faire, mais Kim lui demande simplement de se taire et continue d'utiliser la compétence coup de chance. Puis un message apparaît, indiquant qu'après plusieurs lancers, son attaque sera multipliée par 16 384 fois. Ensuite, il dégaine son épée et pense qu'il a réussi 14 réussites consécutives, ce qui devrait suffire à terminer le combat en un seul coup.
Kim commence à s'approcher du monstre tout en tremblant. Ji, de loin, commente qu'il ressemble à un serveur débutant en train de servir une table, tandis que notre héros lui dit de la fermer. Notre héros approche l'épée du visage du monstre, qui se réveille en demandant qui il est. Sans lui laisser le temps de répondre, le héros pose la pointe de l'épée sur le visage du hobgoblin, et une lumière s'en dégage. Alors, une grande boule d'énergie illumine toute la zone du trône du monstre. L'archer protège son visage de l'onde de choc qui s'est dégagée de là. Lorsque la poussière retombe, on voit Kim tenant toujours l'épée devant lui, et le hobgoblin allongé au sol, de la fumée s'échappant de son corps. Un message du système apparaît, indiquant qu'ils ont vaincu le boss du donjon. Peu après, un autre message apparaît. Le message révèle que les gobelins qui préparaient une embuscade battent maintenant en retraite. À proximité, ils trouvent un objet appelé Testament de Déni, dans les mains de ce qui semble être le squelette d'un chasseur de Tilum. Kim prend le parchemin et commence à lire le message de Dnei. La lettre commence en disant qu'il serait vaincu par les gobelins et qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui pour manger une dernière fois la soupe de sa femme. Ensuite, un message du système indique que la personne qui l'a vengé possède probablement les qualifications nécessaires pour devenir chasseur de Tylon. Une autre fenêtre s'ouvre, affichant une mission de promotion pour la classe héroïque Ranger de Tylon, et précisant que Dnei a choisi de transmettre ce pouvoir à celui qui l'a vengé. Ju reste sous le choc en voyant le message et demande s'il souhaite confirmer la promotion pour devenir Ranger de Tylon, une classe héroïque. Kim félicite alors l'adolescent mineur et rappelle qu'à peine la veille, les lapins le frappaient et qu'à présent, il peut devenir une classe héroïque. Il ajoute que cela n'a rien à voir avec lui. Donc le garçon peut utiliser la promotion comme il le souhaite. Ju demande pourquoi il ne va pas changer de classe, puisque c'est une opportunité unique. Et notre héros répond que la nouvelle classe ne correspond pas à son style. Il poursuit en disant que, même s'il avait la chance de passer à une classe légendaire, il ne le ferait pas, car alors les gens ne le reconnaîtraient que pour avoir une classe puissante. Le novice demande alors si c'est vraiment la seule raison pour laquelle il ne veut pas changer de classe, juste pour être reconnu pour ses propres compétences et non pour sa classe. Il répond que oui, que c'est un jeu. Il dit qu'imposer un mode de vie standardisé est déjà suffisant dans la vie réelle et que même dans le jeu, la standardisation des classes et des objets est déjà trop présente. Les jeux sont faits pour soulager le stress et suivre les chemins que d'autres ont déjà empruntés peut parfois causer plus de stress que de soulagement. En résumé, il dit qu'agir comme il le souhaite et rester lui-même est la seule façon pour lui de profiter des jeux. L'archer, en regardant Kim malgré sa personnalité, le trouve même plutôt respectable. Soudain, il dit que Kim devrait utiliser cette promotion parce que le combat au corps à corps est impossible pour lui et que sans cela, il échouerait à coup sûr. Kim continue en disant que, même s'il renaissait, cela n'aurait aucun sens d'entrer en combat rapproché. Et Jisoo l'interrompt en disant qu'il utilisera la promotion tout seul. Après cela, l'archer pense qu'il s'est trompé et qu'il n'y a rien de respectable chez cet idiot. Le lendemain matin, on voit le chasseur Ostro finir d'attacher un morceau de bois à une barricade. Il remarque alors que quelqu'un s'approche de lui et, en se retournant, il voit Ji et Kim arriver et se demande ce qui a bien pu se passer et quel genre d'habit porte l'archer. À mesure qu'il s'approche du PNJ, plusieurs écrans du système apparaissent, montrant qu'ils ont accompli quelques quêtes. Ji se tourne vers Kim et dit que les groupes, c'est sympa, tandis que ce dernier répond que oui, c'est génial. Le chasseur Ostro regarde notre héros les yeux brillants, tout en lisant le message du système qui indique qu'il peut former un groupe avec le PNJ s'il le souhaite. Nous passons alors au monde réel, où nous sommes à l'entrée d'une école en fin d'après-midi, observant les élèves se dire au revoir et rentrer chez eux. Une fille tient sa tablette, souriant pendant qu'elle lit quelque chose à l'écran. Son amie rousse crie et la surprend, disant qu'elle est dans la lune. Restée seule, la jeune fille voit alors ses amis Hana et Seyong la regarder. Hana demande ce qui s'est passé, rappelant qu'elle avait dit qu'elle irait au royaume des langues dès qu'elle atteindrait le niveau 10, mais qu'elle n'y est toujours pas allée. Son amie la taquine, lui demandant si elle n'a même pas encore atteint le niveau 10, et Jisoo répond qu'il lui reste encore quelques quêtes à valider et qu'elle ira bientôt. Hana dit qu'elle est devenue magicienne et qu'elle a nettoyé la tour magique et qu'à présent, elle se promène en ville, tandis que Seyong explique qu'elle a rejoint la guilde des tisserands et qu'elle s'amuse bien. Jisoo court vers la voiture, dit au revoir et coupe la parole à son amie qui lui disait de venir les retrouver dans le jeu rapidement. Elle reste stupéfaite en regardant la jeune fille s'éloigner, tandis que Hana demande à Seyong si tout cela n'est pas étrange. La rousse répond qu'il n'y a pas si longtemps, leur ami se plaignait constamment d'avoir choisi les Jolts. Ensuite, on voit que Ji regardait un replay de son aventure de la veille avec Kim, intitulé Tag Him. Kim court dans une rue de la ville. Après avoir couru un moment, il transpire abondamment et est essoufflé à cause de l'exercice. Ensuite, sur une place, il commence à faire des tractions. Il poursuit son entraînement avec une série d'abdominaux et pour finir, fait des pompes. Après avoir fait 100 pompes, il termine enfin sa séance d'entraînement quotidienne. Il ouvre la porte d'un magasin et dit « Bonjour ». Une vieille dame lui répond qu'il n'est pas venu depuis longtemps et lui demande s'il a été si occupé qu'il n'a pas pu s'arrêter. Il commande un plat composé d'un mélange de légumes et de différentes viandes.
En remerciant pour le repas, il commence à manger. La télévision allumée diffuse un reportage expliquant que la classe moyenne souffre beaucoup à cause des prix élevés et des loyers chers. Dans l'émission, le journaliste présente l'invité comme le propriétaire d'une entreprise, victime d'un propriétaire cruel. La vieille dame dit alors qu'il est vraiment dommage que la vie devienne bien plus difficile quand la personne qui vous loue est un être humain terrible et cruel. Kim demande à la vieille dame si elle est victime d'un propriétaire de ce genre, et elle répond que dans son cas, c'est tout le contraire. Il a un cœur énorme et il est très gentil. Elle ajoute alors qu'elle a entendu dire qu'apparemment, il a un fils. Kim, un peu gêné, demande s'il a vraiment un fils. La vieille dame raconte qu'il est venu dîner une fois et qu'il a passé la majeure partie du temps à se plaindre de ce fils, disant qu'il n'a pas d'avenir et ce genre de choses, et qu'au final, on ne peut pas gagner. Elle dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne transmette cette propriété à son fils pour qu'il la gère, ou quelque chose comme ça, tandis que Kim affirme que non, cela n'arrivera jamais. La vieille dame demande comment il peut en être aussi sûr. Il ment en disant qu'il connaît le garçon et qu'il est très poli et intelligent, qu'il va entrer à l'université en Corée, mais qu'il ne connaît rien à la cuisine ni au restaurant. Elle demande pourquoi il parlerait mal de son fils s'il est si intelligent, et Kim répond que, d'après ce qu'il a entendu, chaque fois que l'homme commence à boire, même un peu, il se met à critiquer son fils. Voilà, le vieil homme est quelqu'un qui a commencé comme maçon et qui a atteint le sommet du marché immobilier. Mais il a un complexe par rapport à l'éducation. Il demande si elle se souvient d'un feuilleton récent sur des parents qui mettent beaucoup de pression sur leurs enfants pour qu'ils intègrent les meilleures écoles. Kim dit que cette mentalité de faire porter aux enfants la pression de réaliser les rêves que les parents eux-mêmes n'ont pas pu accomplir est ancienne. La dame dit alors que, dans cette logique, le propriétaire des lieux doit aimer encore plus son fils, puisqu'il exige autant de lui. En voyant ce qu'il vient de manger, elle lui demande si c'était bon, et il répond que c'était encore meilleur que d'habitude, ce qui a aussi contribué à apaiser ses inquiétudes concernant le loyer. La vieille dame dit qu'elle aimerait que sa fille soit plus joyeuse et énergique comme lui, et Kim demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec Ryun. Elle répond que la jeune fille, qui a son âge, ne passe pas de temps dehors avec des amis, elle ne fait que travailler, et elle s'inquiète qu'elle ne se marie peut-être jamais. Kim dit que ce n'est pas si mal de voir quelqu'un travailler autant de nos jours. Mais la grand-mère répond qu'elle n'a même pas de passe-temps. Le garçon pense alors que c'est sûrement pour cela que tout le monde dit que la nourriture de ce restaurant s'améliore de jour en jour. La vieille dame le regarde alors et lui demande quel genre de passe-temps il a. Il répond qu'il aime les jeux. La vieille dame lui demande quel type de jeu il aime. Kim regarde sa tablette, sur l'objet qu'il a mis aux enchères dans Fantasy Online 2. Une dague rare. Il pense alors que la vente aux enchères a eu autant de succès qu'il l'espérait. Et qui aurait cru que le tout premier objet qu'il a fabriqué, juste par curiosité, serait aussi bon grâce à son niveau de chance. Nous revenons 3 jours en arrière, où quelqu'un dit qu'il est impossible qu'il retrouve le corps de Jian. Nous voyons notre héros descendre et dire à une femme que, lorsqu'ils sont arrivés, les hobgoblins avaient déjà fait ce qu'ils font habituellement. La PNJ le remercie d'avoir exaucé le dernier souhait de son défunt mari, et la fenêtre du système indique que sa réputation dans la ville a augmenté. Elle lui tend alors une bourse d'or en disant que ce n'est pas grand-chose, mais notre garçon refuse, expliquant qu'il n'a pas fait cela pour l'argent. Il sait que Sophia, la PNJ, est la meilleure chef de la ville et qu'il doit apprendre les recettes qu'elle sait préparer. Ensuite, on voit Kim servir de la nourriture, tandis que des fenêtres du système indiquent qu'il apprend certaines des recettes de Sophia et que sa compétence culinaire a augmenté. Puis on voit notre héros faire le show, saupoudrant du sel sur la nourriture, pendant que des clients affamés le regardent, la bouche pleine de salive. Les chasseurs qui goûtent la nourriture disent qu'elle est délicieuse et qu'ils se sentent plus forts, car le plat leur donne un bonus de 5 points de force. Finalement, notre héros parvient à accéder aux recettes qui offrent des bœufs, ce qu'il voulait depuis le début. L'idée, c'est qu'il complète les autres attributs avec des bœufs de nourriture tout en continuant à investir tous ses points dans la chance. Sa stratégie consistant à vaincre des lapins et à collecter leurs pattes pour gagner plus de chance, en plus de gagner des points de compétence en préparant des plats avec des bœufs, s'est révélée parfaite. Notre garçon ouvre l'écran de statut et constate que tout se passe bien. Puis nous voyons un forgeron crier que ce n'est pas un endroit pour que des novices jouent avec le feu, que quand lui s'en occupe, c'est du sérieux. Une guerrière blonde lui tient les pieds en le suppliant de lui enseigner, disant qu'elle est prête à tout faire et lui demandant une mission. Le forgeron dit qu'il reconnaît la guerrière comme la pleurnicheuse qui n'arrêtait pas de se plaindre de devoir faire 10 tours pendant l'entraînement, et le garçon dit qu'elle devait être folle ce jour-là. Notre héros observe de loin en se demandant ce qui peut bien se passer pour qu'une épéiste supplie ainsi un forgeron, tandis que la guerrière continue de le supplier. Le forgeron remarque alors que notre garçon les observe et demande s'il n'est pas le fameux garçon dont tous les chasseurs parlent ces derniers temps, puis il lui demande ce qui l'amène ici. Le vieux forgeron entraîne alors notre héros à l'intérieur de l'atelier et lui propose une tasse de thé, laissant la guerrière complètement ignorée derrière eux. La guerrière se demande alors ce que ce garçon a bien pu faire pour devenir aussi célèbre, et le forgeron lui crie de demander ce qu'elle fait encore là.
On entend le bruit des coups de marteau tandis que de la fumée s'échappe d'une cheminée. Ensuite, on voit un marteau frapper une lame d'acier brillante et jaunâtre. Le personnage martèle et forge sa lame pendant que le forgeron l'observe de près, fumant sa pipe. Le vieil homme demande s'il ne veut vraiment pas travailler pour le forgeron. Tout en martelant la lame, il répond qu'il y a beaucoup réfléchi et qu'il n'a posé la question au maître que parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de demander. Le vieil homme trouve cela dommage, car cet apprenti a clairement été béni par les dieux et il ne trouvera peut-être jamais quelqu'un d'autre avec autant de potentiel. Il demande alors au garçon d'arrêter ce qu'il est en train de faire, disant que si vraiment il ne veut pas devenir forgeron, c'est le maximum qu'il peut lui enseigner. Peu après, il prend un petit coffre et l'offre à Kim. Notre héros est surpris de voir le petit coffre qu'il reçoit. Le forgeron dit qu'il lui offre ce cadeau à cause de l'intelligence et de la personnalité du garçon, et lui demande de venir lui rendre visite de temps en temps. Ensuite, nous voyons un homme roux près d'une fenêtre, avec de la nourriture sur la table et une bougie allumée. Le roux regarde ce qui semble être une dague sur la tablette, lit la description de la dague et jure, manifestement agacé par quelque chose qu'il lit. Ensuite, il se demande comment quelqu'un a pu fabriquer une dague avec autant d'attaques et sans exigence de niveau héroïque, et que c'est probablement mieux que de rester là à attendre des lapins. Alors, sous la pleine lune au-dessus d'eux, les deux partirent pour accomplir la mission de Ji. Le fort ardent existe pour défendre la frontière sud-ouest du royaume de Jolt. Il se trouve au sommet des collines, et bien que petit, il est considéré comme imprenable. C'est dans ces terres dangereuses que les tribus orques soumises sont soudainement apparues. Des joueurs des trois royaumes voudront s'y rendre pour participer, pensant au butin qu'ils pourraient obtenir. La jeune fille dit alors à quelqu'un qu'ils doivent y aller, que c'est une bonne occasion de renforcer la guilde. Elle lève son bâton au-dessus de sa tête, tandis que d'autres lèvent les mains et acclament. La guilde de la jeune fille arrive à la porte du fort et se voit refuser l'entrée. La femme est extrêmement surprise tandis que son groupe derrière elle est indigné. Le garde sur le rempart demande alors s'ils n'ont toujours pas compris et dit qu'il ne peut leur offrir aucune position, leur demandant de partir. Elle répond alors qu'ils veulent seulement aider à se débarrasser des orques, qui rendent leur terre plus dangereuse, et qu'ils peuvent unir leurs forces et être des alliés contre ce mal. Quelques personnes derrière elle commencent à crier, demandant s'ils n'ont pas besoin de leur aide, et d'autres crient pour demander à être laissés entrer. Le garde s'énerve alors à propos de la discussion des filles sur le fait d'être alliés et dit que tout cela n'est que des bêtises. Le chef dit, tandis que les archers pointent leurs flèches sur eux, qu'aucun d'eux ne se soucie du royaume, que s'ils s'en souciaient vraiment, ils seraient venus plus tôt. Il ajoute qu'il n'a pas besoin de l'aide d'aristocrates qui ont grandi avec une cuillère en argent pour les protéger et leur demande de partir immédiatement. Ensuite, il dit que tout le monde doit sortir, sauf deux personnes qui se trouvent dans les rangs du fond. Quelqu'un demande la permission de passer. Kim demande alors pourquoi c'est aussi bondé, s'il y a une sorte de marché ici, tandis que Jisoo s'excuse et dit qu'ils vont passer rapidement. Les personnes derrière eux demandent pourquoi seuls ces deux-là peuvent passer, et quelqu'un pointe du doigt en demandant si ces vêtements ne sont pas ceux d'une chasseuse de Tailon. La fille d'avant se demande s'ils laissent seulement entrer les utilisateurs du royaume de Jilts et trouve que ce n'est pas juste. Avant que nos deux héros n'entrent, la fille leur demande d'attendre. Un moment passe et il fait nuit dans le fort. On voit Ji avec une expression boudeuse, regardant droit devant lui. Elle demande alors pourquoi il veut aider les gens de l'extérieur. Si c'est parce que la maîtresse de la guilde est jolie, et il répond que ce n'est que temporaire. Kim dit alors que, même si elle a une classe héroïque et qu'il la soutient avec sa chance, il ne pourrait pas accomplir cette mission seul. Il poursuit en disant que ce groupe semble stable et qu'ils doivent apprendre des stratégies de groupe s'ils veulent survivre à cette mission de grande envergure. La fille dit qu'il en profite pour augmenter son niveau de forge en utilisant ses objets à lui, et demande si c'était le plan depuis le début. Il répond que c'est faire d'une pierre deux coups. La chef de la guilde s'approche et dit qu'elle n'a pas eu l'occasion de se présenter correctement auparavant. Elle se présente alors comme Chaeyeon, une prêtresse de la déesse Daer du royaume d'Eance, et remercie d'avoir au moins réussi à entrer dans le fort. Elle ajoute aussi qu'il est en train d'améliorer et de restaurer leurs armes et armures, et qu'elle récompensera tous les efforts du garçon. Il répond que ce n'est pas nécessaire, puisqu'ils s'entraident. Elle demande alors s'il a reçu la mission du centurion et dit qu'ils vont bientôt partir en patrouille. Kim demande si c'est vrai et dit qu'ils iront avec eux. Le centurion, qui porte un cache-œil, demande s'ils vont aussi participer. Notre héros répond que oui et demande poliment à les laisser se joindre à eux. Le centurion demande si c'est vraiment ce qu'il veut. Ensuite, le système dit qu'il a eu de la chance et les effraie. Une fenêtre du système apparaît devant lui, indiquant qu'il a une mission secrète. La mission lui ordonne d'anéantir les orques tout seul et précise que, s'il ne le fait pas, les gens du fort seront très déçus de lui. Il devient furieux et très contrarié par la mission, lâchant plusieurs jurons. Kim demande alors au centurion si c'est vrai, s'il doit vraiment anéantir et non simplement faire de la reconnaissance. Heureusement, le centurion répond avec un large sourire qu'il a confiance dans les héros de Tailon. Nous voyons alors une scène de bataille, où le groupe de Chaeyeon se bat férocement contre la créature. La jeune fille dit que tout le monde a bien travaillé et demande de nettoyer la zone avant de passer à la suivante.
L'un des mages demande au voleur pourquoi les gens du royaume de Jaltz ont besoin des têtes d'orques, tandis qu'un autre trouve cela étrange, car c'est déjà le 8e orc qu'ils vainquent. Il demande alors comment ils vont obtenir les têtes s'ils n'arrivent pas à les détacher du corps des monstres, et suggère que c'est peut-être un butin, mais qu'aucune n'est encore tombée. Peu après, Jisoo passe en disant que cette fois, ils ont réussi à obtenir 3 têtes. Elle demande à Kim s'il est encore préoccupé par la mission secrète, tandis qu'il lui dit de ranger les objets et se plaint que tout cela est très ennuyeux. Le garçon pense qu'il a déjà vaincu assez d'orques pour déclencher une petite guerre et se demande comment ils vont accomplir la mission à seulement 2 personnes. La fille crie que cette fois, 5 têtes sont tombées, tandis que le mage et le voleur se demandent comment 5 têtes peuvent provenir d'une seule tâche. Alors, la chef de la guilde arrive en courant pour parler à notre héros. Elle demande si elle peut prendre quelques têtes d'orques avec eux pour compléter la mission et qu'elle le dédommagera comme il se doit par la suite. Il répond qu'elle peut prendre autant de têtes qu'elle veut, que cela n'a rien à voir avec la mission qu'ils sont en train de faire de toute façon. Pendant que Ji regarde la fille avec irritation, l'un des guerriers de la guilde demande à la chef qui est ce type, disant que c'est un forgeron qui détruit des orques. Elle répond qu'elle essaye d'imaginer, mais qu'elle ne sait pas. Le groupe est observé du sommet d'une colline par quelqu'un. Cette personne saute de la colline. Ensuite, on voit quelqu'un habillé en rouge, une arme à la main, prêt à attaquer le voleur. La seconde suivante, on voit un guerrier avec une hache géante attaquer le voleur par derrière. Le voleur crie de douleur et de surprise tandis que le guerrier sourit férocement. La chef de la guilde et le guerrier à ses côtés sont choqués et essaient de comprendre ce qui vient de se passer. L'assaillant s'avance vers le mage en rouge, regarde les autres et dit qu'il y en a déjà un hors-jeu. Ensuite, il regarde les autres et leur ordonne de remettre toutes les têtes d'orques qu'ils possèdent. Le guerrier malveillant pointe alors sa hache vers le mage en rouge et dit qu'il le tuera si ses amis n'obéissent pas à ses ordres. La jeune fille se demande comment le voleur n'a pas remarqué l'assaillant s'approcher de lui et comment il a pu être mis à terre d'un seul coup. Elle est alors certaine que l'assaillant est un tueur de joueurs, un player killer, de haut niveau et très habile. L'homme poursuit et ordonne de jeter immédiatement les têtes d'orques, demandant s'ils comprennent le coréen ou s'ils sont tout simplement stupides. Soudain, quelqu'un lui touche l'épaule pour attirer son attention. Nous voyons alors Kim, surpris de voir un assassin, le player killer. L'assassin se retourne et en voyant notre héros, lui demande qui il est, puis le projette au loin en lui ordonnant de rester hors de son chemin. Voyant Kim retrouver son équilibre, l'assassin prépare une compétence et utilise la technique du lancer de hache. Kim observe pendant que la hache vole bien au-delà de lui, et nous voyons un message du système indiquant que l'attaque a échoué. L'autre guerrier, qui se trouve derrière avec la chef de guilde, lève son bouclier et s'exclame que c'était vraiment dangereux. L'assassin est surpris et se demande comment il a pu esquiver une compétence guidée. Puis, criant à notre héros, il le traite d'arrogant et dit qu'il doit vraiment avoir beaucoup de chance. Il attaque le garçon à plusieurs reprises, ratant tous ses coups à chaque fois. L'assassin se demande s'il s'agit d'un bug ou d'un lag, et pourquoi le garçon en face de lui n'est touché par aucun coup. Kim dit alors qu'il a choisi la mauvaise personne à affronter et qu'il va lui montrer comment utiliser une compétence. Il utilise la compétence coup de la chance, Lucky Punch, mais la pièce tombe sur pile, ce qui active une autre compétence appelée têtu, qui relance la pièce, et cette fois elle tombe sur face. L'attaquant, voyant cela, pense qu'il ne connaît pas cette compétence, mais qu'elle doit être puissante. Il essaie alors de se défendre en activant sa compétence résolution d'acier et forme une barrière autour de lui. La compétence indique qu'il ne peut pas bouger pendant les 5 prochaines secondes, mais qu'il reçoit de nombreux bonus défensifs pour toutes les compétences dans un rayon de 50 unités. Le coup de la chance frappe de plein fouet la barrière de l'assassin. Il regarde en souriant pendant que le garçon le frappe de toutes ses forces, infligeant plusieurs effets négatifs en même temps, jusqu'à ce que le système annonce qu'il est mort. Le guerrier au bouclier et la chef de la guilde restent figés, la bouche ouverte, en regardant le combat. Elle crie alors pour lui dire de faire attention. Kim voit qu'une boule de feu est en train de se former derrière lui, se dirigeant dans sa direction. Il pense qu'il doit s'agir d'une boule de feu lancée par un mage imprudent, et qu'il devrait savoir que personne ne chasse d'autres joueurs seuls. La boule de feu le frappe de plein fouet et provoque une énorme explosion. On voit d'où la boule de feu est partie. Un mage vêtu de vert se tient au sommet de la même colline où l'assassin se trouvait auparavant. Le mage observe depuis le sommet de la colline l'explosion provoquée par sa boule de feu et il insulte son compagnon assassin, disant qu'il lui avait répété plusieurs fois de ne pas agir de façon aussi arrogante et de ne pas partir seul. Le mage dit alors que ce n'est pas grave, puisqu'il a abattu le plus fort, le reste devrait être facile. Une flèche vole et atteint le mage en pleine main. Nous voyons alors émerger des flammes causées par la boule de feu, la silhouette de la chasseuse. Le mage crie de douleur et demande comment elle a fait cela. Kim apparaît alors, disant que le mage doit se demander comment il a esquivé la boule de feu, et il répond qu'il a eu la chance de son côté. Ensuite, le guerrier de la guilde reste choqué, pensant « Si l'adversaire est un niveau 56, alors à quel niveau peut bien être ce forgeron ?» Notre garçon Kim, notre héros, pense que si au moins l'une de ses compétences l'avait touché, il serait déjà mort, c'est certain,
et il se félicite d'avoir choisi la voie de la chance. Il pense aussi que s'il parvient à réduire les pénalités d'une différence de 30 niveaux simplement en se concentrant sur la chance, le jeu doit être complètement déséquilibré. Il remarque alors que le mage essaie de s'enfuir et lui dit de faire attention à l'endroit où il va, car s'il continue à reculer de cette façon, il finira par tomber de la colline sans pitié. Notre héros saute et attaque le mage par surprise. Tout en continuant à frapper le mage, il dit qu'ils n'ont aucun talent pour être des player killers et lui conseille de créer un autre personnage. Soudain, le système l'informe qu'il a gagné un niveau. Évidemment, il continue d'investir ses points dans la chance et atteint un total de 2500 en chance. Voir ce chiffre bien rond apporte la paix au cœur et à l'esprit de notre garçon. Kemp remarque que la couleur de la statistique de chance a changé et se demande ce que c'est que ce truc, se demandant si sa carte graphique est cassée. Le système l'informe alors d'une classe légendaire appelée Arcos Incarnate, et que le changement de classe va commencer maintenant. Encore sous le choc et confus, il demande ce qu'est cette classe légendaire. Arcos est le géniteur de la chance, le dieu des parieurs. Chaque fois que quelqu'un rencontre la chance, cette personne cherche Arcos, mais contrairement aux autres dieux, il ne répond pas aux appels de ses fidèles. Il n'existe ni temples qui lui sont dédiés, ni prêtres. Certaines personnes vont même jusqu'à douter de son existence réelle, mais désormais, ce mythe est en train de devenir réalité. Le système poursuit en disant qu'aucune volonté mortelle n'est aussi chanceuse et qu'il pourrait tout aussi bien être appelé Artius en personne. Le système dit qu'il peut accéder au trône et s'approprier le titre, tandis que nous voyons des cercles runiques se former autour d'un pilier d'énergie. Kim devient nerveux en pensant que le système a perdu la tête, que même s'il s'agit d'une classe légendaire, le jeu lui impose quelque chose qu'il n'a pas demandé et, d'une certaine manière, qu'il ne souhaite pas. Il essaie désespérément d'annuler le changement de classe, mais le bouton d'annulation est désactivé. Notre héros panique en essayant d'annuler et le message du système indique qu'il ne peut pas et que sa classe va maintenant changer pour Arcos Incarnate. Soudain, une explosion d'énergie se produit autour de notre héros. Il ouvre lentement les yeux en entendant Jisoo l'appeler. La jeune fille demande ce qui s'est passé et dit qu'il a simplement perdu connaissance soudainement. Il dit qu'il a abandonné et la jeune fille lui demande exactement ce à quoi il renonce. Alors Kim répond qu'il va arrêter de jouer à ce jeu. Tout le monde autour reste silencieux, essayant de comprendre ce qui se passe. Ji demande pourquoi il abandonne si soudainement et le garçon répond qu'il arrête parce qu'il n'est plus un novice sans classe. Il conclut en disant qu'il a maintenant une classe légendaire. La jeune fille demande pourquoi abandonner et dit que c'est du gâchis de jeter tout l'effort qu'il a fourni. En plus d'avoir une classe légendaire, il se montre frustré, disant qu'il n'a jamais demandé aucune classe et que ce qu'il déteste le plus, c'est que les personnes fortes écrasent les faibles. Kim poursuit en disant que si quelqu'un doit appartenir à une classe forte pour réussir, ce n'est pas différent de la vie réelle, et il s'excuse de partir aussi brusquement. Il dit à la jeune fille qu'avec son niveau et sa classe héroïque, elle s'en sortira très bien, que ce fut un plaisir de jouer avec eux et leur souhaite bonne chance. Puis il appuie sur le bouton de déconnexion. Allongé sur son lit, notre garçon est encore sous le choc de ce qu'il vient de faire. Il se dit ensuite que quitter aussi brusquement était peut-être exagéré, après tout l'effort et le temps qu'il a investi. Sans parler du fait qu'il devra créer un nouveau personnage et tout recommencer à zéro. Soudain, son père ouvre la porte de la chambre, le surprenant et le faisant se redresser sur le lit. Le père lui demande s'il est allé au restaurant de la famille Kang plus tôt et ce qu'il a bien pu y dire. Transpirant nerveusement, le fils répond qu'il n'a rien dit. Le père demande calmement s'il est entré, a mangé et est reparti sans rien dire, remarquant que le garçon évite son regard et reste silencieux. Le père sent que quelque chose ne va pas. Il s'excuse alors d'avoir interrompu le temps libre de son fils bien-aimé et referme la porte, lui disant de se reposer autant qu'il le souhaite. Kim, sans rien comprendre, se demande ce qui vient de se passer et pourquoi son père n'a rien ajouté. Lorsque la mère frappe à la porte en demandant s'il est réveillé, elle se présente et demande la permission d'entrer. La mère entre et s'assied à côté de lui sur le lit qui se met à bouger dans tous les sens. La mère lui demande s'il veut essayer quelque chose avec les jeux. Elle dit que le garçon n'a pas besoin de cacher cela, qu'elle l'a appris par le père, mais qu'elle ne sait pas quoi en penser et qu'il est difficile de réussir dans un seul domaine. Elle poursuit en disant qu'il doit bien y avoir une raison pour laquelle il aime autant les jeux et que, s'il parvient à en faire une carrière, ce ne serait peut-être pas si mal que ça. Kim se demande ce que diable son père a bien pu raconter à sa mère et lui dit que ce n'était rien de grave, qu'il aime juste jouer. La mère se lève et dit que, s'il ne fait que jouer, il devrait limiter le temps qu'il consacre à cette activité. Elle ajoute qu'il n'aime peut-être même pas tant que ça jouer, car s'il aimait vraiment ça, il devrait profiter de l'occasion et essayer d'explorer son talent dans ce domaine. Elle donne alors à Kim 3 options. Lui dire de devenir joueur professionnel, influenceur célèbre, ou d'arrêter de jouer et d'aller gagner de l'argent dans un autre domaine. Quelque temps plus tard, Kim appuie sur le bouton d'allumage de sa sphère. Sa mère lui dit qu'à partir de maintenant, il doit chercher le succès et que tant qu'il progressera, elle ne fera rien d'autre que le soutenir. Mais si, pour une raison quelconque, il ne montre pas de résultat, les choses seront très différentes. Le garçon pense que sa mère, en réalité, ne lui a pas laissé le choix, que les 2 options étaient travail et travail. Le père apparaît alors à la porte et dit que désormais il ne pourra plus se détendre.
que dès que le jeu devient un travail, c'est une toute autre histoire. Il ajoute que le garçon serait mieux à l'armée et que, s'il commence à devenir influenceur, ils iront boire un verre ensemble plus tard. Le fils demande si utiliser la mère pour lui lancer une attaque psychologique n'était pas un peu exagéré. Le père répond que c'est pour qu'il apprenne à ne plus s'en prendre à lui à l'avenir. Le garçon s'assoit alors sur la sphère et dit qu'il va jouer au jeu que son père l'a forcé à jouer et qu'il obtiendra tout ce qu'il veut, s'il s'y consacre vraiment. De retour dans le jeu, face à J, il dit qu'il a beaucoup réfléchi à certaines choses pendant qu'elle le regarde furieuse. Il ajoute aussi que c'est un peu trop de se stresser à cause du travail et qu'il s'est senti coupable d'avoir laissé la maladroite derrière lui de cette façon. La fille dit qu'elle ne lui fait pas confiance et qu'il pourrait tout simplement décider de l'abandonner à nouveau. Elle lui demande son numéro de téléphone. Il répond qu'il le donnera plus tard et que, pour l'instant, quelqu'un d'important l'attend. La fille demande qui est cette personne. Le garçon répond que c'est un ami. Elle lui rappelle qu'il avait dit qu'il était un joueur solo et qu'elle était sa seule amie. Quelqu'un s'approche et appelle Kim Tae-han par son nom, ce qui fait que les deux se retournent. La femme dit qu'elle attendait là depuis longtemps et que faire attendre quelqu'un alors qu'on va lui demander une faveur, c'est un manque de politesse. Kim et Ji regardent la femme sans réagir. Le garçon, sans bouger, demande simplement qui elle est. Ji commence à bégayer, demandant s'il parlait d'une amie fille. La femme secoue violemment la tête, demandant si elle est sa petite amie ou une amie avec des avantages, tandis qu'il répond qu'il n'a pas de petite amie et demande ce qui se passe. Bon sang. Quelques minutes plus tard, J demande à la fille si elle aime voyager et elle répond que pas vraiment ces derniers temps, qu'elle préfère jouer à ce jeu. La jolie fille dit qu'elle est belle et que les gens l'invitent toujours à sortir. Kim dit que des personnalités comme la sienne sont la raison pour laquelle les gars n'aiment pas les filles comme ça, que c'est un gâchis de beauté. Elle lui dit alors de bien regarder la fille à côté de lui et de faire attention en disant qu'il est évident que celle-ci est une fille et non un garçon. La fille demande à l'autre si elle veut voir quelque chose de différent. L'autre, agacé, demande quel genre de choses différentes la fille dit avoir. Les photos de sa remise de diplôme, des images de lui dans des moments difficiles et différents. L'autre devient très enthousiaste à cette idée. La fille change alors de sujet et demande des informations sur la classe incarnate d'Argos, en commentant qu'elle exige d'investir tous les points en chance. Il continue à parler de la classe légendaire, essayant de comprendre comment il a réussi à l'obtenir, tandis que lui pense qu'il ne dira jamais pourquoi il est revenu dans le jeu. Elle dit qu'après la mission de subjugation, une mission encore plus difficile est apparue. L'annihilation tribale. Et même en faisant partie du classement des meilleurs, elle pense qu'elle ne pourrait pas la terminer, même avec quelqu'un d'autre. J demande si c'est vraiment impossible et elle répond que si ce n'était que les orques, non. Mais il y a aussi la guilde Red Zone de chasseurs de joueurs. Elle explique que cette guilde profite de la guerre civile dans le royaume d'Oster pour traquer les joueurs qui s'approchent du Fort Gordon. Elle poursuit en disant qu'ils augmentent leur nombre à cause de la mission de subjugation et que, même s'ils ne sont pas les meilleurs, ils ne peuvent pas être ignorés. Kim dit qu'il pensait qu'elle ne faisait que du pole dance et ce genre de choses, mais qu'elle est aussi intelligente. Elle répond qu'elle est une influenceuse assez connue. J est choqué d'apprendre qu'elle est vraiment célèbre, tandis que la jeune femme montre le contenu qu'elle produit et que notre héros voit cela sur un autre écran. Il est impressionné par le nombre d'influenceurs pour tout et voit un autre gars en train de faire une mission pour une classe légendaire, parmi d'autres streamers. Kim est un peu agacé et pense que gagner de l'argent en jouant n'est pas fait pour lui. La jeune femme trouve que c'est un vrai gâchis qu'il ait cette classe. Elle dit qu'il est très doué en tant que deuxième meilleur forgeron et il répond qu'il pense même à ouvrir une boutique, ajoutant qu'elle pourrait utiliser sa popularité pour attirer des clients chez lui. La jeune femme est choquée et demande si c'est la seule raison pour laquelle il l'a invité. Il dit qu'il plaisantait et qu'en réalité, les bœufs finissent par disparaître au bout d'un moment. Il explique ensuite que, pour apprendre des compétences de forgeron encore meilleures, il doit passer à d'autres classes, mais qu'il ne veut plus changer de classe. Elle lui demande à propos du marteau qu'il a sorti de la boîte que le forgeron du village de départ lui a donné, se demandant si c'était parce qu'il se sentait redevable envers Kim. Il lui demande si elle a des pierres d'amélioration et lui en demande une. Le garçon dit que c'est la seule compétence qui a encore du potentiel pour évoluer, et que c'est la plus basique de toutes les compétences d'amélioration. Notre héros parvient alors à transformer son vieux marteau en un vieux marteau plus 1, et le système indique que sa compétence d'amélioration a augmenté. Il dit alors que les chiffres ne mentent pas, que ce soit le nombre de tentatives ou le nombre d'attributs sur les équipements créés. Ensuite, on voit une fenêtre de navigateur s'ouvrir sur la chaîne d'un streamer populaire, montrant un live où quelqu'un annonce qu'il va tenter une amélioration légendaire. Le forgeron Lucas remercie les membres de la guilde et les spectateurs d'avoir fait don d'une énorme quantité de pierres d'amélioration et d'objets qui augmentent la probabilité. Il dit alors que la chance de réussir une amélioration jusqu'au niveau 7 est inférieure à 1%. Lucas remercie à nouveau tous ceux qui participent à ce pari avec lui et affirme que sans eux, il n'aurait pas pu continuer et aurait déjà abandonné. Le forgeron Lucas pense que c'est trop facile de cette façon, car il peut améliorer son propre équipement et ses compétences sans dépenser ses propres ressources. Il se prépare alors pour le grand moment, où il deviendra plus qu'une icône du jeu. Il va s'élever et devenir un symbole pour tous les forgerons de l'histoire.
En martelant une chaussure en cuir bon marché, il parvient enfin à porter l'équipement au niveau 7. Lucas attend que le système lui notifie sa réussite en tant que première personne à atteindre le niveau 7 sur un objet, mais rien ne se passe. Pendant ce temps, les gens sur son chat deviennent fous en demandant ce qui s'est passé et pourquoi le tag légendaire n'est pas apparu. Il reste sous le choc et se demande ce qui s'est passé sans rien comprendre. Loin de là, on voit Kim tenant son vieux marteau qui brille et dégage de la fumée. On voit la fenêtre du système indiquant qu'il a réussi à améliorer son vieux marteau jusqu'au niveau 7. Une autre fenêtre du système apparaît, indiquant que, pour avoir obtenu 7 succès consécutifs, il reçoit un bonus supplémentaire, gagnant le titre de « Améliorateur plus 7 ». Il est choqué en lisant que, pour être la première personne à obtenir un titre sur le serveur, il gagnera 25 points supplémentaires dans tous les attributs. Une autre fenêtre indique qu'obtenir un objet plus 7 a dû exiger une énorme quantité de patience et de matériaux d'amélioration, sans parler bien sûr de la chance. En regardant la compétence d'amélioration, il lit que celle-ci augmente le niveau de l'objet de 1 lorsqu'elle est utilisée et que sa chance augmente de 25%. Il raconte alors à la jeune fille qu'il a réussi à obtenir un objet plus 7 et qu'il a maintenant un titre, ce qui fait paniquer la fille qui crie « Plus 7 !» La jeune fille est extrêmement choquée et conclut que, s'il a obtenu un titre, il a dû être le premier sur le serveur. Kim lui demande alors plus de pierres d'amélioration pour porter le marteau à plus 8, et elle devient folle, disant qu'il a utilisé plus de 100 pierres et lui demande ce qu'il fera s'il échoue. Il répond que ce n'est pas grave parce que l'objet possède une propriété qui indique qu'il ne peut pas être détruit par des moyens ordinaires. La jeune fille, choquée, demande s'il a choisi d'améliorer cet objet à cause de ce statut, car il a été corrigé, et que s'il échoue, l'objet se brisera comme n'importe quel autre. Elle poursuit en disant que même les dieux prennent des risques lorsqu'ils améliorent leurs objets et lui dit de se réveiller. Le garçon, rangeant son marteau, demande si c'est vraiment vrai, tandis qu'elle confirme. Tous deux entendent des bruits venant de l'extérieur de la forteresse. Dehors, un guerrier en armure dorée avec un bouclier combat des orques. Ils sortent de la pièce où ils se trouvent et demandent à leurs amis sur le mur ce qui se passe. La prêtresse dit que la guilde Red Zone est passée à l'action et qu'ils ont à peine réussi à arriver jusque-là. Notre héros regarde par-dessus le mur et, au loin, il voit la guilde Red Zone combattre les orques, les forçant à battre en retraite vers leur village. La fille dit que, si cela continue ainsi, ils seront les premiers à accomplir la mission de subjugation des orques. Jisoo demande ce qu'il va faire et notre garçon déterminé dit qu'il a une idée. Nous voyons alors le guerrier se faire arracher son bouclier des mains. Ensuite, ce qui semble être le chef des orques apparaît devant deux membres de la guilde, qui se demandent qui il est et pourquoi il est différent des autres. L'orque rugit et brandit sa gigantesque hache. Nous voyons d'autres orques chargés contre les guerriers. Deux personnes, éloignées du combat, discutent et l'une d'elles dit qu'il est enfin apparu. Le mage remarque que la ligne de front s'est stabilisée grâce à son apparition. Le guerrier Cain demande si la transmission fonctionne correctement et le mage répond que oui. Cain dit que, comme prévu, la phase de subjugation a changé. Cain commente alors que le public s'est enthousiasmé et demande de lancer quelques publicités appropriées. Pendant ce temps, au cœur de la bataille, l'un des guerriers crie de battre en retraite et dit qu'il sait qu'ils ont été payés pour faire ça, mais que ça suffit maintenant. L'autre guerrier en armure dorée acquiesce et dit qu'ils devraient au moins sauver leur propre vie. Il remarque une pluie de flèches arrivant dans leur direction. Les flèches commencent à tomber, touchant des orques et des joueurs qui demandent ce qu'il se passe. Un autre joueur remarque que les flèches viennent des membres de la guilde Red Zone et demande ce qu'ils font, puisqu'il y a encore des alliés qui se battent là. Soudain, on voit quelques explosions se produire.